Après une saison régulière déjà historique, Victor Wembanyama est encore un peu plus rentré dans l'histoire avec 35 points pour son premier match de playoff et surtout la victoire contre une des meilleures défenses de la ligue. Alors, comment le génie français s'est-il débrouillé contre les Portland Trail Blazers? Qu'est-ce qui a été mis en place tactiquement pour pouvoir lui donner des espaces malgré le très bon potentiel défensif de cette équipe de Portland? Eh bien, je vous invite tout de suite à regarder ça avec moi en détail dans cette analyse tactique. Alors déjà, ce qu'on va regarder pour commencer le match, c'est qui défend qui. Et c'est vrai que la première partie qui saute aux yeux, c'est que Donovan Clingan défend sur Stephen Castle. Pourquoi? Parce que Stephen Castle n'est pas un très bon shooter à 3 points et ça permet donc d'avoir un joueur plus costaud et plus mobile sur Victor Wembanyama en la présence de Toumani Camara. Et c'est un petit peu comme ça que les match-ups vont commencer au niveau du match. L'intérêt aussi d'avoir Donovan Clingan sur Stephen Castle, c'est d'avoir un protecteur de cercle le plus souvent dans la raquette, le but étant vraiment de protéger le cercle à tout moment. Vous voyez ici, Donovan Clingan n'hésite pas à laisser seul Stephen Castle pour être sûr d'être dans la ligne de drive de Victor Wembanyama, juste le temps de lui poser quelques problèmes. Et donc Donovan Clingan dans la raquette, c'est un petit peu l'énigme que va essayer de résoudre les amis des Spurs. Et vous voyez par exemple le porteur de balle ici, Stephen Castle, est pas du tout respecté par Donovan Clingan. Il reste vraiment beaucoup d'espace entre lui et ce que va commencer à faire du coup les Spurs, c'est tout simplement d'attaquer en 1 contre 1 Donovan Clingan. Mais ça permet pas vraiment d'obtenir des tirs au cercle, vous voyez, c'est plutôt des tirs dans la zone du mi-distance qui sont obtenus et ça permet pas d'avoir une attaque solide tout le long du match. Donc, les Spurs ont dû chercher des solutions pour mettre Victor Wembanyama en rythme et lui donner des espaces. Vous voyez ici, première chose qui a été faite, c'est tout simplement de poser un écran de Devin Vassell pour obtenir un mismatch sur Deni Avdija. Et ensuite, comment Wembanyama va essayer d'en profiter? Tout simplement, il va attaquer à l'opposé d'où se trouve Donovan Clingan pour essayer d'obtenir le meilleur drive possible. Mais même là, pour l'instant, on reste sur quelque chose d'assez statique. Alors après, défensivement, on va pas beaucoup en parler parce que l'attaque de Portland est tout simplement pas très bonne. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le but, c'est vraiment d'essayer de garder Wembanyama le plus possible proche du cercle. Vous voyez ici, il y a un mismatch entre Robert Williams et Dylan Harper. Wembanyama dit à Harper de ressortir pour que Wembanyama prenne le mismatch et tout simplement puisse rester le plus proche possible de la raquette, le plus proche possible du cercle pour venir gêner la moindre occasion de drive et laisser du coup un non-shooter totalement ouvert. En défense donc, Wembanyama reste le plus proche possible de la raquette, ne respecte pas Robert Williams ici en menace de tir et pas non plus Deni Avdija en menace de pull-up. L'idée c'est vraiment de pouvoir supprimer le drive le plus possible et protéger la raquette et obtenir des transitions. Et là vous vous dites, mais on a un jeune homme de 2m24 qui est en train de mener une transition, est-ce qu'il va se passer ensuite? Et encore plus dingue, et c'est là où Wembanyama est vraiment une anomalie, c'est de pouvoir attaquer tout simplement en drive de cette manière un joueur qui fait 20 cm de moins. Et au début, c'est pas mal ce qu'ils ont essayé de faire. Beaucoup d'isolation pour Wembanyama et ça n'a pas forcément très bien marché. Alors du coup, on a sorti 2-3 systèmes avec notre ami Mitch Johnson. Mais quel système? On va regarder que finalement, ils ont vite commencé à mettre du jeu en place avec des zoom action. Zoom action, on a donc ici Wembanyama qui porte la balle, on a un écran sans ballon pour Dylan Harper. Vous voyez, vous allez avoir cette course ici de Dylan Harper qui va venir chercher le ballon dans les mains de Wembanyama. Il prend le premier écran de Castle, obtient le ballon de la part de Wembanyama et c'est là où ça crée du chaos dans la défense parce que ici, Anderson est déjà en retard, ce qui force Toumani Camara à rester en face de Dylan Harper et Wembanyama peut donc couper au cercle et en plus à ce moment-là Portland joue en small ball, du coup il n'y a pas vraiment de protecteur de cercle et Wembanyama peut en profiter. Et d'ailleurs ces situations en small ball c'est vraiment celles qui vont créer le plus de problèmes finalement à Portland quand ils vont être en défense. Le fait de ne pas avoir de protecteur de cercle va vraiment libérer beaucoup d'espace pour Wembanyama et il y a eu beaucoup de play calls aussi très intéressants de la part des Spurs. Ici on cherche encore avec Baptiste le nom que ça pourrait avoir, mais regarde ce qui se passe. On a Wembanyama qui va faire mine de poser un écran sur le porteur de balle et puis qui va couper au cercle et profiter de l'écran
d'Harrison Barnes qui va venir ici. Ce serait une sorte de Spain pick and roll, mais vous voyez que Wembanyama ne pose même pas l'écran ici, il va directement au cercle et profite vraiment de cet écran dans le dos de Jrue Holiday pour se séparer de son défenseur et couper jusqu'au cercle et on retrouve une raquette totalement vide. Et c'est là où on voit un petit peu la qualité de coaching de Mitch Johnson, c'est vraiment il a réussi à obtenir des bons tirs pour Wembanyama au fur et à mesure du match et en lui libérant le plus possible le cercle et comme on le sait, c'est la zone la plus intéressante et la plus rémunératrice en termes de tir. Et le problème, c'est qu'ils sont adaptés du côté de Portland et on a eu de plus en plus de mal à trouver des espaces pour Wembanyama. Regardez ici, le spacing est absolument atroce et on a vraiment la défense qui vient directement sur Wembanyama. Vous avez 3 joueurs sur lui, Clingan qui ne respecte pas Castle, Scoot Anderson qui vient protéger la ligne de passe et Toumani Camara qui reste au contact du français. Ça crée une perte de balle et une transition. Et finalement, dans ce troisième quart-temps, Wembanyama ne va pas marquer un seul point. Quand même intéressant dans un match où il en a marqué plus de 35. Sur les minutes de Wembanyama dans le troisième quart-temps, Portland a vraiment réussi à retirer tout le spacing, mais ils ont eu des solutions, notamment autour de Devin Vassell. Mais avant de parler de Devin Vassell, ce play est très intéressant. Il utilise Wembanyama un petit peu comme un leurre. Regardez, ici, il va poser un écran pour De'Aaron Fox, un petit peu sur une zoom action comme on a vu tout à l'heure. Et la défense va être beaucoup concentrée sur Wembanyama et ne pas le laisser seul. On a un échange de ballons entre Fox et Stephen Castle. Et Stephen Castle finalement vient jouer comme un pivot, pose l'écran et monte au cercle. Sauf que la défense hésite entre Wembanyama, le ballon et le rôle de Stephen Castle. Ça fait un peu une triple menace et ça libère le jeune meneur des Spurs. Ensuite, avec Luke Kornet, ce qui a été intéressant, c'est aussi la qualité d'écran pour libérer Devin Vassell qui va venir se positionner ici à 3 points derrière le flare screen. Et c'est comme ça finalement que les Spurs ont réussi à prendre de l'avance pendant le troisième quart-temps, alors que Wembanyama, on le répète, n'a pas marqué un seul point lors de ce quart-temps, et pourtant, c'est là où les Spurs ont fait la différence. Signe aussi que l'effectif est peut-être plus profond qu'on aurait pu le penser, et qui permet justement de développer une bonne attaque, même quand Wembanyama est en panne de scoring, ou quand Wembanyama est sur le banc. Alors, nous voilà dans le quatrième quart-temps et Portland recommence à jouer en small ball du coup sans Clingan ou Robert Williams qui pourtant semblaient être les line-up défensifs où ils arrivaient le plus à stopper Wembanyama et on voit directement que les Spurs attaquent sur un pick and roll assez classique, obtiennent un switch sur un joueur plus petit et ensuite c'est assez facile de trouver Wembanyama jusqu'au cercle et obtenir une faute. Et finalement, on se demande mais pourquoi pouvoir jouer sans Clingan ou sans Robert Williams? Alors c'est vrai que ça améliore la qualité de l'attaque, mais ça retire toute protection de cercle, et c'est bien le problème face à ces Spurs qui peuvent driver ou attaquer avec Wembanyama au plus profond de la raquette. On peut remarquer aussi que Wembanyama s'est quand même bien solidifié au niveau de la prise de contact. Ce play est assez intéressant parce que Champagny coince Clingan dans un écran, le temps que Wembanyama reçoive le ballon vraiment au cœur de la raquette. Et ensuite, ses appuis ne bougent pas et il arrive à monter par-dessus Clingan pour obtenir la faute. Dans sa troisième année, Wembanyama commence de mieux en mieux à jouer face au contact et ça lui apporte beaucoup de bonnes choses. Puis aussi, le shoot-making a beaucoup aidé dans ce match et ils ont pas mal fait payer les quelques fois où Wembanyama ou des shooters ont été laissés ouverts. Et Wembanyama s'est un peu pris dans le jeu et a joué pas mal d'isolation aussi face à Clingan pour punir son manque de mobilité. Alors parfois ça a marché, mais parfois aussi il y a eu quelques problèmes au niveau des appuis et c'est vrai que regardez à quel point la défense des Portland Trail Blazers préfère combler l'espace et parfois ça a créé quelques pertes de balles pour Wembanyama. Il y a quand même quelques problèmes de spacing et on voit que Portland, même dans un match où vraiment tous les tirs sont rentrés pour les Spurs, ils ont continué à essayer de réduire le spacing le plus possible et ils n'ont pas respecté les shooters à 3 points du côté des Spurs. Ça pourrait d'ailleurs peut-être jouer un rôle dans la série au fur et à mesure, mais un autre play assez intéressant du côté des Spurs, ça a été le pick and pop. Alors le pick and pop c'est intéressant face à Portland parce qu'ils vont avoir un intérieur de drop ici par exemple avec Robert Williams. Donc c'est à dire que Robert Williams ne va pas vraiment respecter le pull-up à 3 points de De'Aaron Fox, il va plutôt vraiment contenir le drive et
s'il y avait eu un roll de Wembanyama, le but étant vraiment de protéger la raquette le plus possible. Wembanyama étant un intérieur qui peut tirer, ça force Thybulle à rester un petit peu entre le ballon et Wembanyama pour empêcher la passe vers le catch and shoot à 3 points. Sauf qu'à un moment d'inattention, et Wembanyama coupe dans le dos de Thybulle après que le switch ait été opéré sur Robert Williams et la raquette est libérée le temps d'un instant, Wembanyama peut en profiter. Et c'est vrai que ces simples pick and roll peuvent être très intéressants, même sur un côté vide. Vous voyez ici, le corner est complètement vide. On a du coup Jrue Holiday qui libère totalement sa match-up et on a un côté vide qui est totalement libéré en face aussi. Mais le but, c'est vraiment d'avoir un pick and roll dans le plus d'espace possible pour Wembanyama et De'Aaron Fox. On obtient un écran ici et regardez, ça permet d'avoir un bien meilleur spacing pour attaquer la raquette et c'est tout l'intérêt de ce pick and roll dans un corner vide. Ensuite, bon, le dunk sera loupé, mais il y avait de l'idée pour obtenir justement encore une fois un tir au cercle. Et quand on regarde les stats, en effet, les Spurs ont réussi à obtenir des bons tirs au cercle, 5 sur 8 au cercle pour Wembanyama, donc on a une bonne fréquence, c'est plutôt une bonne réussite au cercle, pas trop de réussite dans le mi-distance, mais par contre on voit aussi que ce soit dans les corners ou above the break, Wembanyama a été beaucoup en réussite à 3 points, ce qui a beaucoup aidé son match offensif. En fait, il n'y a pas que Wembanyama qui a été en réussite sur ce match, il y a aussi les Spurs de manière générale. Regardez, Portland n'a shooté qu'à 26% à 3 points et les Spurs à 45%. Alors oui, à la fin du match, il y a un assez gros écart, mais quand on regarde la réussite au tir, on se dit que ça a pas mal joué dans le résultat du match et on se dit qu'aussi que finalement, Portland a plutôt bien réussi son coup parce qu'ils ont réussi à limiter que 64% de réussite au cercle pour les Spurs. On voit du coup potentiellement les problèmes de spacing qu'on avait un petit peu anticipés. Alors, est-ce que Wembanyama va pouvoir répéter l'exploit de marquer 35 points avec une telle réussite sur le match 2, le match 3 et le match 4 ? Comment cette série va évoluer ? Ça va être intéressant de suivre ça, parce que pour l'instant, malgré une performance historique de Wembanyama, on pourrait croire que Portland a déjà trouvé quelques réponses sur comment ralentir, au moins au cercle, cette équipe des Spurs. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo parce qu'on va essayer de continuer à faire des vidéos un petit peu tactiques comme ça chaque jour pendant les playoffs. Donc je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne journée.